Sujet numéro 11, diffraction dans un télescope. On regarde immédiatement le but de cette épreuve. On nous dit qu'il faudra d'abord justifier la construction de télescopes de plus en plus grands. Et enfin, il faudra montrer que le diamètre est un paramètre déterminant. Donc il va falloir justifier qu'il faut des grands télescopes. Et ensuite, il faudra montrer que le diamètre est un paramètre déterminant. Si on lit le contexte du sujet, on peut voir quelques informations importantes, et notamment celle-ci. Le phénomène de diffraction dû à l'ouverture du télescope, voilà, le phénomène de diffraction dû à l'ouverture du télescope sera moindre. Donc, plus le télescope sera grand, moins il y aura d'effet de diffraction. Et donc, on comprend tout de suite que le sujet porte sur la diffraction, donc au brouillon, on va noter ce que l'on sait d'important sur la diffraction, θ égale lambda sur A, la tâche centrale est la double des autres, et on va noter tout ce qui pourra nous servir par la suite. On va donc maintenant très rapidement aller voir quel est le barème, comment va être noté. On voit qu'il va falloir obtenir une figure de diffraction, 30 minutes, donc coefficient 3. On comprend que c'est la partie réalisation. Il faudra ensuite adapter la situation au cas du télescope, donc essayer de comprendre en quoi le modèle qu'on vient de faire correspond au télescope. Et enfin, il faudra faire une synthèse, coefficient 1. Donc on comprend bien qu'il va falloir mettre l'accent sur la partie 1 et 2, donc la réalisation de la figure de diffraction et l'adaptation. Si vous établissez la note maximale ici, vous avez minimum 18. Donc il faut absolument faire l'effort sur les deux premières parties. Donc pour cette première partie, on nous demande d'obtenir la figure de diffraction et vous est fourni le montage. Vous voyez qu'il faut placer un laser sur un banc optique, placer ici une fente, un objet diffractant, à une distance grand L, venir placer un écran qui sera translucide, et à l'arrière, une caméra qui va vous permettre d'obtenir l'image de la figure de diffraction. Donc ici, tout est décrit, il n'y a vraiment plus qu'à réaliser le montage, donc aucune difficulté. Et il est précisé, attention, ne jamais regarder le faisceau directement. Donc le danger est signalé, vous savez qu'il faut mettre des lunettes de protection et éviter de jouer au maître Jedi. Voilà, c'est pas un sabre laser, c'est un laser. D'accord? Donc on réalise le montage, aucune difficulté à ce niveau-là. Alors voilà l'intégralité de la partie A, de la partie 1, donc obtention de la figure de diffraction. On voit qu'il faut procéder à l'acquisition. Donc en fait, vous avez réalisé le montage. Une fois que le montage est réalisé, vous avez tout simplement placé, vous avez placé en arrière la caméra, et la caméra vous a permis d'obtenir une figure de diffraction que vous enregistrez. Donc vous allez obtenir ceci, hein, ça va être une image. Avec le logiciel de traitement d'image, définir l'échelle de la figure de diffraction. Alors pour ça, tout simplement, vous aviez certainement tracé au crayon ou bien vous repérez une longueur sur votre image. Vous auriez pu mettre un objet qui fait quelques centimètres. Imaginons voilà, qu'on ait un petit objet, une petite réglette qui fasse 10 cm par exemple. Eh bien, vous avez grâce à ça une échelle. Et il suffira donc, avec un logiciel de traitement d'image, soit de le mesurer en pixels, soit directement peut-être une règle sur votre logiciel, qui va vous permettre de trouver la largeur de la tâche centrale. Donc on n'oublie pas comment on fait ça. On prend le milieu d'une zone d'extinction, on va au plus loin possible trouver la prochaine. Sur cette image, ce serait ici. On sait qu'entre ces deux, on a donc grand L, ici la largeur de la tâche centrale, on peut aussi l'appeler 2L si on veut, et on a donc L plus 2L plus L, ce qui fait 4L. Et donc là, il suffira de faire un produit en croix en disant que 4L mesure, pour l'exemple, je vais dire 8 cm. On sait que sur notre échelle, 10 cm 10 cm dans la réalité sont représentés par X pixels par exemple,
Et à partir de là, eh bien, il suffira de faire un produit en croix pour déterminer la valeur de grand L. Donc aucune difficulté ici. Vous allez donc noter la valeur obtenue. Et donc le diamètre de notre tâche d'Airy, ce sera 2 fois le grand L trouvé. D'accord? Donc on va obtenir ici un résultat qu'on pourra indiquer D de Airy vaut, et on mettra notre valeur qui sera certainement en centimètres ou en millimètres. Voilà. On avait 30 minutes pour faire tout cela. Dans la deuxième partie, 20 minutes conseillées. On nous dit de reporter dans le tableau les résultats obtenus. Alors, imaginons qu'on ait un trou, hein, un objet diffractant qui fasse 200 microns, donc 0,20 mm. Imaginons que le diamètre de la tâche centrale soit égal à 0,5 cm. Ce sont des valeurs cohérentes par rapport à ce sujet. On nous demande ici de comparer le diamètre de la tâche d'Airy dans les deux expériences. Alors qu'est-ce qui se passe si on compare les deux expériences? On voit que le diamètre de notre tâche vaut 0,20 mm comparé à ce qui nous est fourni de 0,10. Autrement dit, on a un trou qui est plus gros. On a donc tout simplement A qui est supérieur à A', et du coup D qui est lui inférieur à D'. On retrouve bien la propriété des ondes, qui est que, comme le demi-angle de diffraction θ vaut lambda sur A, on voit bien, donc c'est bien confirmé, puisque θ est inversement proportionnel à petit a. Donc ça confirme bien que plus le trou est petit, plus le diamètre de la tâche d'Airy sera grand. D'accord? Plus A est petit, plus D de la tâche d'Airy sera grand. Aucune difficulté ici, c'est vraiment le b.a.-ba de la diffraction. Deuxième question de cette partie, expliquer en quoi la situation précédente peut modéliser l'observation d'une étoile à l'aide d'un télescope. Donc il faut comprendre comment fonctionne un télescope. Dans un télescope, la lumière va arriver de l'extérieur, va venir frapper le miroir qui est représenté ici sur le document, miroir qui va jouer un rôle de lentille, il va faire converger les rayons. Et donc cette lumière qui arrive de l'extérieur va venir frapper un objet qui est le miroir. Et cet objet va avoir, à cause de sa taille, un effet diffractant. Et donc finalement, je vous rappelle que dans le cas des diffractions, si vous faites passer une onde à l'intérieur d'un trou, il y aura diffraction, et vous aurez exactement le même effet si l'onde arrive sur un obstacle qui a la même taille que le trou. C'est le même phénomène, qu'on ait un trou ou un objet physique, ça donnera de la diffraction. Et donc finalement, l'objet qui va diffracter la lumière, c'est le télescope, et c'est le miroir du télescope. Donc plus le miroir sera petit, plus on aura un effet similaire à un petit trou, et plus il y aura de diffraction. Donc ici, il suffit d'expliquer que le miroir, eh bien, il va se comporter comme le trou de notre expérience. Et donc, il va nous donner une diffraction. Ça va engendrer une diffraction. Et donc, plus le miroir est petit, plus la diffraction sera grande. Plus il y a diffraction.
Donc la lumière émise par le laser dans notre expérience, ça représente la lumière émise par l'étoile, et le télescope, le miroir du télescope, va représenter le trou. Dernière question de la partie 2. Précisez la difficulté que l'on peut rencontrer lors de l'observation d'un système d'étoiles doubles. Cela nous renvoie au document sur le critère de Rayleigh qui nous dit quoi? Il nous dit que si jamais on a deux objets lumineux, par exemple deux étoiles, chaque étoile va donner sur notre écran une image. Sauf que comme on a un phénomène de diffraction, si jamais la figure de diffraction est grande pour chaque image, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la première étoile va donner une tache de diffraction, d'accord? On n'aura pas une étoile nette, on aura une tache centrale. Et la seconde étoile va donner elle aussi une tache de diffraction. Et donc, si l'objet diffractant est trop petit, les taches de diffraction étant larges, elles vont se superposer. Et du coup, on n'arrivera plus à distinguer nos deux étoiles. Donc si le système est, on dit, non résolu, c'est-à-dire que l'objet diffractant est trop petit, le télescope est trop petit, on n'arrive pas à distinguer les deux étoiles. Il faut, pour les distinguer, respecter le critère de Rayleigh, c'est-à-dire que le centre de la tache des raies est situé au moins au niveau du bord de la tache des raies B. Donc on est dans le cas qui est là, il faut que les deux taches qui représentent nos deux étoiles, à l'image des deux étoiles, se touchent juste par le bord. Donc on peut rédiger en disant d'après le document 3, si le télescope est trop petit, eh bien, les images, donc les taches de diffraction de chaque étoile, vont se superposer. Et donc, on ne pourra pas les distinguer et donc les observer simplement. L'originalité de la dernière partie, au niveau de la synthèse, c'est qu'on ne va pas la faire par écrit, mais on va l'enregistrer sur un dictaphone. Donc c'est la partie un peu originale, ou simplement un micro sur l'ordinateur. Et il va falloir construire une synthèse justifiant la construction de télescopes de diamètre de plus en plus grand. Donc qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que si le télescope est petit, eh bien on a une forte diffraction. On va repréciser qu'on a bien compris les informations et donc on va parler du critère de Rayleigh. Et donc dans ce critère de Rayleigh, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit que si le système n'est pas suffisamment séparatif, si on n'arrive pas suffisamment à distinguer les deux étoiles, d'accord? Donc critère de Rayleigh, c'est qu'il faut absolument avoir un système double résolu. Autrement dit, il faut que les deux taches, les deux images des étoiles soient suffisamment séparées. Donc si le télescope est petit, forte diffraction, le critère de Rayleigh nous dit que le système double ne sera résolu que si le télescope est assez grand finalement. Est assez grand. Et donc, cela justifie la création, la fabrication de grands télescopes. Voilà. Donc vous voyez que dans ce sujet,
il n'y avait aucun problème dans la manipulation, puisque le montage en plus était donné, il suffisait d'enchaîner les éléments. La seule difficulté finalement résidait dans le fait qu'il fallait montrer que pour avoir le diamètre de l'attache d'Airy, et c'est toujours la même chose lorsqu'on a un phénomène de diffraction, et ce serait pareil avec les interférences pour l'analyse, mais si on a un problème sur la diffraction, si on veut mesurer la tâche centrale, il ne faut surtout pas prendre ça. Surtout pas. Ça, ce serait une erreur. Il faut prendre le maximum d'intervalle entre franges sombres. Et donc là, on va compter. On sait qu'ici, il y a 2 L. On aura ensuite L ici, etc. Donc là, par exemple, on aurait L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L. Et donc, on va partir de la mesure maximale pour revenir à la dimension de la tâche centrale. Voilà où on est attendu. On est attendu pour les ECE là-dessus, et on serait attendu de la même façon pour un sujet d'écrit. Voilà pour ce sujet.